Ok, bonjour. Donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre qui est celui donc de l'introduction aux fluctuations économiques. Et donc en fait, c'est la deuxième partie du cours. Donc la première partie du cours, on a vu d'abord ce que c'est la macro, quelles sont les données utilisées, le revenu national, l'équilibre sur les différents marchés, la monnaie, l'inflation. Et donc, la deuxième partie du du cours, on va voir le modèle d'offre et de demande agrégée, duquel on va dériver le modèle ISLM, qu'on va voir plus tard dans l'économie ouverte, et on termine donc avec la toute dernière partie du cours avec la dette publique. Donc ça, c'est les éléments qui nous restent à voir dans le cours. Pour l'offre et la demande agrégée, dans le chapitre, les objectifs de ce chapitre, c'est d'abord qu'on va décrire les principales caractéristiques des fluctuations économiques à court terme, expliquer quelles sont les différences entre le long terme et le court terme. Et puis, je vais donc présenter le modèle d'offre agrégée et le modèle de demande agrégée et comment on peut les utiliser afin d'analyser les fluctuations économiques et finalement analyser donc ce qu'on appelle les phases d'expansion et de récession des économies. Ok. Donc ça c'est le plan de mon chapitre. Je vais commencer par une introduction, puis présenter les fluctuations macroéconomiques, les caractéristiques et les causes, puis quels sont les outils qu'on peut utiliser afin d'analyser ces fluctuations, comme la courbe, qui sont donc d'abord la courbe de demande agrégée et la courbe d'offre agrégée, et après utiliser cela pour expliquer les fluctuations. Commencer, en général, donc, et ça on le voit toujours, surtout avec là, le virus Corona, ou bien avec la révolution, la crise financière, qu'en général les économies fluctuent. Et ces fluctuations, en fait, peuvent être très fortes, c'est-à-dire les économies peuvent subir plusieurs chocs, et en général, on a des périodes d'expansion, des périodes de récession. Et c'est quoi la différence entre récession et dépression? Donc la récession, en général, c'est une période d'au moins 2 trimestres consécutifs pendant laquelle le PIB réel diminue et le chômage augmente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une récession. Et la dépression, c'est une récession qui est prolongée, en fait. Ce graphe, il montre comment on peut avoir ce qu'on appelle en anglais business cycle, ou bien en français le cycle d'affaires, c'est-à-dire on a l'évolution normale de l'économie, une certaine crise qui arrive, comme le corona par exemple, alors le PIB commence à baisser et donc on a une récession jusqu'à un certain point où donc ce point c'est le point de la reprise à partir duquel le PIB commence à augmenter et donc ça c'est la période d'expansion. Et donc, je veux dire, toute cette évolution, on l'appelle un cycle d'affaires, ou bien le business cycle, qui commence après, et ainsi de suite. Avant de commencer la dérivation du modèle lui-même, il est important de présenter de manière générale la macroéconomie, parce que la théorie quantitative de la monnaie, avec la neutralité de la monnaie, la dichotomie classique, tout ça, ça relève plutôt de la théorie classique. Et en général, la macroéconomie, elle est répartie en deux grandes branches. Donc, il y a l'école classique et l'école keynésienne. L'école classique, elle se concentre plus sur l'offre, ce qui veut dire qu'elle dit que c'est l'offre en fait qui crée la demande, comme l'a dit Jean-Baptiste C. Mais l'école keynésienne, elle dit que c'est plutôt la demande qui est la force motrice de l'économie. Ce qui veut dire que c'est grâce à la demande que l'économie peut croître. Et c'est la raison pour laquelle que Keynes, pendant la Grande Dépression, donc des années 30, il a dit que si on veut surmonter cette dépression, il faut relancer la demande. Euh, alors que l'économie classique se concentre sur le long terme, l'économie keynésienne se concentre sur le court terme.
Et c'est la raison pour laquelle que puisque l'école classique, elle se concentre plus sur le long terme, cela veut dire que les prix sont flexibles parce que les prix peuvent changer à long terme. Et si les prix peuvent changer, cela veut dire que les quantités seront fixes. Pourquoi les quantités seront fixes? Parce que les quantités seront à l'équilibre de long terme, ce qui est logique. Et par la suite, puisque les prix sont flexibles et les quantités sont fixes, donc l'ajustement va avoir lieu à travers les prix dans ce cas, puisque les prix sont fixes à leur valeur d'équilibre de long terme. Pour l'école keynésienne, c'est différent, puisque l'école keynésienne, elle se concentre sur le court terme. Cela veut dire que les prix sont fixes et que ce sont les quantités qui varient. Et donc l'ajustement s'effectue à travers les quantités. Et donc ça, c'est les différences majeures entre l'école classique et l'école keynésienne. Regardons maintenant aux fluctuations macroéconomiques. Quelles sont leurs caractéristiques? Trois caractéristiques. D'abord, les fluctuations sont irrégulières et imprévisibles, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas vraiment un rythme régulier. Elles peuvent arriver une fois par an, deux fois, une fois tous les 5 ans, 10 ans. C'est très irrégulier. Et c'est imprévisible, parce qu'il y a des chocs imprévus. Donc la révolution égyptienne n'était pas prévue. Le corona n'était pas prévu. La crise financière de 2008 n'était pas prévue. Et ainsi de suite. Deuxième point, c'est que la plupart des variables fluctuent de concert, c'est-à-dire varient en même temps. C'est-à-dire que si la croissance baisse, l'investissement baisse, les exportations baissent, le chômage augmente, et ainsi de suite. Donc toutes les variables varient en même temps ou bien de concert. Troisièmement, c'est que lorsque la production diminue, le chômage augmente. Et ça, c'est assez classique. Si on regarde la crise financière, c'est le cas. Si on regarde la révolution égyptienne, c'est le cas. Par exemple, le dernier rapport de l'ESCOA, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'Asie de l'Est, ils ont dit que suite au choc de Corona, on va perdre des millions d'emplois pendant 2020. Pourquoi? Parce que c'est un choc d'offres et c'est un choc de demande. Donc c'est un choc qui affecte l'économie de manière générale. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque la production diminue, le chômage va augmenter. Et cause de ces fluctuations très variées, internes, externes, des chocs politiques, des chocs économiques, des chocs de pétrole, et ainsi de suite. Et donc là, par exemple, c'est un exemple juste du Canada que je vous donne, comment il y a des périodes où le pays, par la suite, les dépenses d'investissement période, le taux de chômage augmente. Ça, c'est juste pour montrer comment les variables... en général, comme je l'ai dit, les causes des fluctuations sont très variées et elles peuvent aller donc des causes internes vers les causes externes. Et comme je l'avais signalé au départ aussi, la plupart des économistes disent que la théorie classique, elle arrive à expliquer mieux l'économie à long terme qu'à court terme. C'est la raison pour laquelle que les prix sont flexibles et donc l'ajustement va s'effectuer à travers les prix et non à travers les quantités. Mais bien entendu, si on va s'inscrire dans le cadre de la théorie classique, cela veut dire que par la suite, les variations d'offres de la monnaie vont avoir juste un impact sur les variables nominales, suivant la dichotomie classique. Puisque dans ce cas, les variables réelles ne seront pas affectées, que ce soit le PIB réel, le chômage et les autres variables réelles. Et alors, si la neutralité de la monnaie, c'est-à-dire que les variables nominales n'affectent que les autres variables nominales, ça, ce qu'on avait déjà présenté lors du dernier cours, bien entendu, cette hypothèse de neutralité de la monnaie, on ne peut pas l'utiliser pour expliquer les fluctuations économiques d'une année sur l'autre. Pourquoi? Parce que la neutralité de la monnaie, elle me dit que les variations monétaires ne vont pas avoir un impact sur le PIB ou bien sur les variables réelles. Or, le PIB et les autres variables réelles varient à court terme. Et donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est essayer de voir
un autre cadre qui va nous permettre d'analyser ou bien d'expliquer les flux économiques. OK? Donc le modèle qu'on va utiliser, c'est le modèle donc, de demande agrégée et d'offre agrégée, et qu'on va le dériver. Et à partir du modèle d'offre agrégée et de demande agrégée, on va dériver le modèle ISLM. Donc c'est quoi l'idée du modèle de demande agrégée et d'offre agrégée? Donc c'est un modèle qui se concentre sur deux variables principales: la production et le niveau général des prix. Donc la production des biens et services qu'on va mesurer par le PIB réel Y, et le niveau général des prix qu'on peut mesurer par l'indice des prix à la consommation ou bien le déflateur du PIB que vous avez déjà vu et que je vais appeler P. Et donc les deux variables principales dans ce modèle seront la production Y et le prix P. Peut-on le dériver? Donc on va avoir deux courbes, une courbe d'offre agrégée et une courbe de demande agrégée et une courbe d'offre agrégée. Donc une courbe de demande agrégée, c'est la courbe qui indique la quantité de biens et services qui est demandée par les ménages, par les firmes, par le gouvernement, par les non-résidents, par tout le monde, à chaque niveau de prix. C'est la raison pour laquelle on l'appelle la courbe de demande agrégée, agrégée au niveau de l'ensemble de l'économie. La courbe d'offre agrégée, c'est une courbe qui indique la quantité de biens et services qui est offerte à chaque niveau de prix. Et par la suite, là je raisonne du point de vue de l'offre et de la demande, mais au niveau de l'économie nationale. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle donc offre agrégée et demande agrégée. Donc sur cette diapositive, on voit l'allure de la courbe de la demande agrégée et la courbe de l'offre agrégée, et on voit bien, comme toute courbe d'offre et de demande, la courbe de demande a une pente négative qui lie le prix au PIB réel, et la courbe d'offre a une pente positive qui lie donc le PIB réel au prix. Et bien entendu, le point d'intersection entre les deux représente la production d'équilibre et le niveau des prix d'équilibre. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est pourquoi la courbe de demande a une pente négative et comment la courbe de l'offre a une pente positive et quelles sont les différentes pentes que la courbe d'offre peut avoir. Commençons par la courbe agrégée. Comme je l'avais bien dit au départ, la courbe de demande agrégée, elle indique la quantité de biens et services qui sont demandés dans une économie pour chaque niveau de prix. Et bien entendu, la baisse des prix va mener à une augmentation de la quantité de biens et de services demandés. Pourquoi la courbe de demande a une pente? En fait, on peut déduire cette relation à partir de la relation qu'on a déjà vue, où on a le y qui est égal à c plus i plus g plus x moins m, ou plus xn, où les exportations, où xn représente les exportations nettes. Donc chacune de ces composantes, elle contribue à la demande agrégée de biens et services, et à travers cela, on peut expliquer pourquoi elle a une pente négative. Donc je vais d'abord commencer par l'équation quantitative de la monnaie qu'on avait déjà vue. Et je vous rappelle que c'était MV est égal à PY, et par la suite on peut dire que M sur P est égal à Y sur V, sachant que la vitesse de circulation de la monnaie elle est constante. Donc Y est négativement corrélé au P. Et donc ça c'est de manière générale. Regardons maintenant chacune des composantes, comment elles contribuent à la pente négative de la courbe de demande agrégée. Donc d'abord, les prix et la consommation, on a ce qu'on appelle l'effet des encaisses réelles, parce que bien entendu, le plus les prix augmentent, le plus la consommation va baisser, parce que la consommation, elle devient plus chère, et le plus la production baisse, le Y baisse.
Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet des encaisses réelles parce que ça a lieu à travers les encaisses réelles qu'on détient afin de consommer. Deuxième effet, c'est l'effet du taux d'intérêt. Donc bien entendu, le plus, d'après l'équation de Fisher, je vous rappelle que le plus les prix augmentent, le plus le taux d'intérêt nominal augmente. Et si le taux d'intérêt nominal augmente, l'investissement baisse. Ce qui veut dire qu'il existe une relation négative entre le prix et l'investissement. Et c'est cet effet qu'on appelle l'effet du taux d'intérêt. Troisième effet, c'est le niveau des prix et les exportations nettes, et c'est ce qu'on appelle l'effet de substitution internationale. Pourquoi? Parce que si les prix augmentent, cela veut dire que les exportations vont devenir plus chères parce qu'on produit ces biens domestiques à un prix plus cher et donc on va les exporter à un prix plus cher et donc la demande adressée aux exportations va baisser parce que le reste du monde ne va pas consommer des biens qui sont chers. Et donc, on a ces trois variables qui peuvent expliquer pourquoi la courbe de demande a une pente qui est négative. OK. Et donc ça, c'est ce qu'on a ici de nouveau dans cette diapositive, qui est les raisons pour lesquelles on a une pente négative de la courbe de demande agrégée, sachant que bien entendu, pour le troisième canal, qui est le canal de la substitution internationale, on peut l'examiner à travers le taux de change. Mais pour le moment, je vais laisser cela, donc le concept du taux de change, jusqu'à ce qu'on étudie l'économie ouverte. Mais de manière générale, comme je l'avais dit, comme je viens de dire, c'est que l'augmentation des prix rend les exportations donc plus chères et alors la demande adressée aux exportations baisse. C'est la raison pour laquelle les exportations sont négativement corrélées au prix. OK? Et donc ces trois variables expliquent comment on a une relation négative entre les prix et la variable Y et la raison pour laquelle la courbe de demande agrégée négative. Bien entendu, toute variation du prix va mener à un déplacement le long de la courbe. Mais toute variation de n'importe quel autre facteur, qui ne figure pas sur le graphe lui-même, va mener au déplacement de la courbe vers la gauche ou vers la droite. Et donc la hausse de la consommation, la hausse de l'investissement, la hausse des dépenses publiques, des exportations nettes, de tout autre facteur que le prix va mener au déplacement de la courbe de demande agrégée. Ce tableau résume les différents déplacements de la courbe de demande agrégée. Donc, imaginons que l'offre de la monnaie augmente, cela veut dire qu'il y a plus de monnaie, donc on peut utiliser plus de monnaie pour effectuer de transactions. Donc, la courbe de demande se déplace vers la droite. Si les dépenses publiques augmentent, donc il y a une des composantes de la demande qui augmente, donc cela veut dire que la demande se déplace aussi vers la droite et donc la courbe se déplace de AD1 vers ADE. De même, si les taxes augmentent, cela veut dire que le revenu disponible il va baisser, la consommation baisse et alors la courbe de demande agrégée se déplace vers la gauche. Si la demande adressée aux exportations augmente, cela veut dire que une des composantes de la demande augmente et alors la courbe de demande agrégée se déplace de AD1 vers AD2. Si on suppose que les consommateurs deviennent plus optimistes, alors dans ce cas, ils vont consommer plus. Ici, ils consomment plus, donc la courbe de demande agrégée se déplace de AD1 vers AD2. De nouveau, si les investisseurs deviennent plus optimistes, ils vont consommer plus, ils vont investir plus, et s'ils investissent plus, donc la courbe de demande agrégée se déplace vers... Raisonnons maintenant du point de vue de la courbe d'offres agrégées. Alors, la courbe d'offres agrégées, comme je viens de le dire, elle nous indique la quantité totale de biens et services que les entreprises produisent et vendent pour chaque niveau de prix. À long terme, comme la production se situe à son niveau d'équilibre, donc je vous rappelle que dans la théorie classique,
à long terme, qui traite principalement du long terme, l'ajustement se fait à travers les prix qui sont variables alors que les quantités sont constantes. Pourquoi elles sont constantes? Parce qu'elles sont constantes à leur niveau d'équilibre de long terme. Donc on suppose qu'à long terme, la quantité, elle est, la production, elle est constante. Et alors, dans ce cas, la courbe d'offre agrégée, elle sera verticale. Mais à court terme, elle a une pente qui est positive, comme n'importe quelle courbe d'offre normale, puisque dans ce cas, les prix et la quantité et les quantités vont changer. Et alors, avoir une courbe d'offre agrégée qui est verticale, où la variation des prix de P1 vers P2 n'a aucun impact sur le niveau de production qu'on appelle naturel. Pourquoi naturel? Parce que c'est le niveau d'équilibre de long terme. OK? Et donc ça, c'est la courbe d'offre agrégée à long terme. Donc on voit sur ce graphe que comme la courbe d'offre à long terme, elle est verticale, cela veut dire que tout choc qui affecte la demande va déplacer la courbe de demande vers la gauche ou vers la droite. Et donc on voit dans cet exemple qu'une contraction de la demande agrégée va déplacer la courbe de demande agrégée de DA1 vers DA2, ce qui réduit le niveau des prix. Et donc on voit bien que la production est inchangée puisque la courbe d'offre elle est verticale. Il faut noter que à court terme, la courbe d'offre agrégée en général, elle est horizontale. Et pourquoi elle est horizontale? Parce que dans ce cas, les prix ils sont rigides et tout l'ajustement va avoir lieu à travers les quantités. Parfois, et donc on voit ici que tout choc qui affecte la demande à court terme, comme la courbe d'offre à court terme elle est horizontale, on voit bien que la courbe de demande, quand elle se déplace vers la gauche, ça va réduire la production, mais les prix sont inchangés puisque à court terme les prix ils sont rigides. Ok? Parfois, on peut avoir une courbe d'offre qui est positive. Donc, dans quelques manuels et dans quelques cas, de toute façon, intuitivement, on peut dire que la courbe d'offre est positive. Pourquoi parfois on peut avoir une courbe d'offre qui est positive? Parce qu'en fait, en général, d'une période à l'autre, l'augmentation du niveau général des prix dans n'importe quelle économie elle a tendance à faire augmenter la quantité de biens et services qui sont offerts. Pourquoi? Parce que les producteurs sont incités à offrir plus de biens puisque les prix augmentent. Pour laquelle parfois la courbe d'offre agrégée à court terme, elle peut être positive comme on le voit sur ce graphe. Une des explications qui est donnée, c'est aussi la théorie qu'on appelle la théorie des salaires rigides. C'est que la courbe d'offre en général, elle a une pente positive à court terme à cause de l'ajustement lent des salaires. Autrement dit, les salaires nominaux, comme ils sont rigides et comme ils ne varient pas à court terme, cela veut dire qu'on va avoir une rigidité nominale. Et puisque les salaires nominaux ne s'ajustent pas immédiatement quand les prix changent,
La baisse des prix va réduire la profitabilité de la production. Et par la suite, les firmes vont réagir en réduisant l'emploi et la quantité produite. Et c'est la raison pour laquelle il y a une relation positive entre le prix et la quantité. Et parfois, dans quelques cas, on peut avoir une courbe d'offre qui est positive à court terme. Mais dans le cadre de notre analyse, on va supposer que c'est une courbe qui a une pente, qui a une droite qui est horizontale à court terme et verticale à long terme. Et alors, à court terme, les prix ils sont rigides, la courbe d'offre agrégée elle est horizontale et les variations de la demande agrégée affectent la production de l'économie sans affecter les prix qui sont rigides. À long terme, les prix ils sont flexibles. Et alors, la courbe d'offre agrégée, elle est verticale et les variations de la demande agrégée affectent les prix de l'économie sans avoir un impact sur la quantité produite. Et donc, le point d'intersection entre la courbe de demande agrégée, la courbe d'offre agrégée à court terme, la courbe d'offre agrégée à long terme représente bien entendu l'équilibre de long terme qu'on voit ici, qui est donné par Y bar où la production elle est constante. Pour que la courbe d'offre agrégée se déplace, que ce soit à court terme ou à long terme, ce qui va mener à son déplacement, c'est la variation en général des facteurs de production. C'est-à-dire si la main-d'œuvre augmente, si le capital augmente, s'il y a plus de ressources naturelles, si la technologie s'améliore. Et alors, si la technologie s'améliore, ça va déplacer la courbe d'offre vers la droite, ok, ou vers le haut. S'il y a plus de ressources naturelles, de même. S'il y a un choc où on a par exemple une guerre où beaucoup de personnes vont mourir, donc c'est un choc sur le marché du travail, donc la main-d'œuvre baisse et alors la courbe d'offre agrégée se déplace vers la gauche. Ok? Donc ça, c'est les facteurs qui expliquent les déplacements de la courbe d'offre. Passons maintenant à l'explication des fluctuations. Et donc, en général, pour pouvoir analyser les fluctuations ou l'impact des fluctuations sur les économies, on va se servir de ce modèle d'offre agrégée et de demande agrégée. Et donc, on va prendre quelques exemples qui représentent ce qui se passe quand on a un choc qui affecte la demande, un choc qui affecte l'offre et comment le gouvernement va réagir pour réduire la gravité de ce choc. Regarde maintenant quelques exemples. Et donc, on voit ici, par exemple, dans cette diapositive, l'idée des politiques de stabilisation. L'idée des politiques de stabilisation, ce sont les mesures économiques qui sont mobilisées par le gouvernement afin de maintenir la production et l'emploi à leur niveau naturel, c'est-à-dire à leur niveau d'équilibre. Et par exemple, l'Égypte qui a mis en place un programme de réforme économique en 2016 avec le Fonds monétaire international, ça c'était un programme de stabilisation économique. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, parfois, quand il y a un certain choc qui affecte l'économie, peut intervenir pour accommoder le choc, c'est-à-dire pour réduire son impact négatif, ou bien laisse le choc tel qu'il est. Ok? Et donc, on va voir comment il y a un choc qui affecte la demande, comment il y a un choc qui affecte l'offre, et comment le gouvernement réagit pour limiter l'impact de ce choc, ce qu'on appelle accommoder le choc. Ok? Donc, regardons ici le premier choc où on a une hausse de la demande agrégée. Donc, si la demande agrégée augmente, donc elle se déplace de DA1 à DA2. Ok. À court terme, je vous rappelle que la courbe d'offre verticale, elle est la courbe d'offre agrégée, elle est horizontale. Et alors, cela veut dire qu'à court terme, on passe du point A au point B à court terme. Pourquoi? Parce que la courbe d'offre, elle est horizontale à court terme.
Une fois qu'à long terme, les prix commencent à s'ajuster, alors on va atteindre le point C où les prix sont plus élevés, mais on retrouve le niveau initial de la production. Pourquoi? Parce qu'à long terme, je vous rappelle, la quantité produite ou la quantité offerte, elle est déterminée par les facteurs de production qui se trouvent à leur niveau naturel. Et c'est la raison pour laquelle l'impact du choc de la demande varie quand on parle du court terme ou bien de long terme. Et alors, on va maintenant regarder deux autres chocs, ou plutôt un choc qui affecte l'offre, et on va voir comment le gouvernement ou la banque centrale peut réagir en accommodant ce choc. OK? Donc, regardons maintenant sur ce graphe le choc négatif de l'offre. Donc, si on suppose qu'on a un choc négatif de l'offre, cela mène à un déplacement de la courbe de l'offre de OA-CT1 à OA-CT2. Et donc, on voit bien que à court terme, le choc négatif va déplacer la courbe d'offre de OACT1 à OACT2. Et bien entendu, ce choc négatif va mener donc à une augmentation des prix. OK? Pourquoi? Parce qu'on suppose par exemple qu'on a un choc comme la hausse des prix du pétrole par exemple. Donc si on a la hausse des prix du pétrole, donc ça va mener à l'augmentation du coût de production et alors le niveau des prix passe de P1 à P2 qui est plus élevé. Et donc on voit bien que quand les prix deviennent plus élevés, la courbe de demande, elle ne change pas parce que ça, c'est un choc d'offre qui affecte les prix des facteurs de production ou bien les prix du pétrole. Et alors, on va passer du point A au point B. Pourquoi le point B? Parce que comme les prix deviennent plus élevés, la quantité demandée, elle va baisser. Et alors, on va demander moins de biens, ce qui mène à la baisse de la production. Et alors, cela veut dire que à court terme, on va retrouver un nouvel équilibre qui est donné par le point B. OK? Et donc, on voit ici qu'il y a deux chocs importants. Donc, d'abord, les prix augmentent de P1 vers P2. Donc, c'est une inflation. Et on voit que la production baisse de Y bar à un niveau qui est plus faible qu'on peut appeler Y prime par exemple. Et donc là, ici, on a ce qu'on appelle une stagflation, c'est-à-dire c'est une stagnation parce qu'il y a une baisse de la production et en même temps, il y a une hausse des prix qui représente une inflation. OK? Et donc, ce choc d'offres mène à ce qu'on appelle la stagflation. Et c'est ce qui a été observé pendant la Grande Dépression, c'est-à-dire que aussi bien le PIB baisse et en même temps l'inflation elle augmente. OK? Regardons maintenant comment la Banque centrale elle peut réagir suite à ce choc. Donc, suite à ce choc, donc de nouveau, je vous rappelle qu'on avait un choc négatif où on avait ce choc qui a déplacé la courbe d'offre de OACT1 à OACT2. Et alors, on va avoir des prix qui sont plus élevés. Et alors, dans ce cas, on va supposer que la Banque centrale va accompagner ce choc. Comment elle va accompagner ce choc? Elle va mener par exemple une politique monétaire expansionniste. Et d'après ce qu'on a vu dans la première partie de ce chapitre, l'augmentation de la masse monétaire, elle mène à l'augmentation de la demande. Et donc si elle mène à l'augmentation de la demande, cela veut dire que la courbe de demande agrégée va se déplacer de DA1 à DA2. OK? Et donc cela veut dire que
Dans ce cas, la Banque centrale mène une politique monétaire expansionniste, ce qui mène au déplacement de la courbe de demande agrégée. Et par la suite, puisque la masse monétaire, elle augmente, donc à long terme, les prix vont augmenter. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir par la suite une augmentation permanente des prix. Une augmentation permanente des prix, mais on retrouve le niveau initial de la production au point C. Et donc ça, c'est la différence entre un choc qui est accompagné ou un choc qui n'est pas accompagné. OK? Ce chapitre avait deux objectifs. D'une part, présenter l'idée des fluctuations, comment on peut expliquer les fluctuations qui peuvent affecter l'économie, que ce soit des chocs de demande ou des chocs d'offres. Bien entendu, dans le livre, vous allez voir qu'il y a d'autres exemples de chocs et dans le TD, vous allez aussi résoudre quelques exercices sur ça. Ce qui reste maintenant, c'est à partir du modèle d'offres agrégées et de demande agrégée, c'est de déduire le modèle de ISLM. Merci, à bientôt.